Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission L'art pour destination. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Florian Guettet, critique d'art, docteur en philosophie, professeur d'enseignement artistique en philosophie de l'art et l'esthétique à Aix-en-Provence, chercheur associé à l'Université Paris 1, membre de l'Association internationale des critiques d'art, auteur en 2021 d'un ouvrage dont il va nous parler « Tout s'épuise à danser » aux éditions Sombre Torrent, mais peut-être aussi et avant tout un homme engagé, notamment pour le soutien à l'édition. Bonjour Florian Guettet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, merci à vous. Alors, beaucoup d'activités vous concernant, donc c'est peut-être aussi avant tout le critique d'art que j'ai le plaisir et le privilège de recevoir dans mon émission. Et cet ouvrage que vous avez publié, passionnant, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup d'articles le concernant, Tout s'épuise à danser, où il est question d'expression corporelle et de la notion de danse, pas de la notion, mais de la réalité de la danse contemporaine et peut-être le dernier rempart contre les interdits et l'enfermement que nombre d'entre nous finalement subissons, et peut-être à travers le corps, une façon nouvelle d'occuper l'espace. Oui, ce livre est né en fait de mon travail de critique de danse, puisqu'on m'avait fait la commande, Lilian Froger des éditions Sombre Torrent, d'une anthologie de critiques de danse, parce que dans le paysage médiatique, finalement, les critiques de danse sont peu nombreuses. Donc il fallait leur donner un peu de visibilité, et en sélectionnant comme ça avec lui une dizaine de textes, je cherchais un fil directeur qui me permettrait de développer une réflexion en creux ou en filigrane, et donc d'insérer des sortes de petits essais avec un style assez personnel entre ces critiques. Et en prenant un peu de recul, je me rends compte que le fil directeur est l'épuisement. C'est-à-dire que je suis attiré par des pièces qui mettent le corps à rude épreuve et qui finissent toujours dans une sorte de perte totale d'énergie. Et ça va devenir pour moi une grille d'analyse et de lecture de la danse en me permettant de formuler une définition négative de la danse, à savoir l'écriture d'une perte. Toute danse est l'écriture d'une perte d'énergie. Et pas l'écriture d'une perte d'énergie comme dans le travail, on va dire, marxiste, qui servirait les intérêts de quelqu'un d'autre, mais une perte d'énergie complètement gratuite, improductive. Quand je danse, finalement, je décide que je vais gaspiller mon énergie. Et cette idée-là, je l'avais déjà retrouvée dans mes lectures, dans d'anciennes lectures qui étaient plutôt des lectures biologiques au départ, de biologie, puis des lectures philosophiques chez Bataille, chez Paul Valéry, chez Nietzsche, chez Silvia Federici. On retrouvait cette idée que la vie, elle n'est pas économe, comme on croit le savoir, mais que elle gaspille énormément d'énergie, elle produit, dit Valéry, trop de puissance pour nos besoins. J'aime beaucoup cette expression-là, c'est-à-dire que nous avons un débordement de force en nous, un surplus d'énergie, et que cette énergie, il faut bien la mettre quelque part. Et que si on ne l'utilise pas pour nous, si on ne s'approprie pas ce surplus d'énergie, cet excédent, eh bien cette énergie, elle est récupérée par des forces qui peuvent être des forces du capitalisme, qui peuvent être des forces de la politique, qui peuvent être réemployées à tout. C'est bien pour ça que Bataille appelait ça notre part maudite, notre part en trop, notre malédiction. Et il m'a semblé que finalement la danse pouvait être à la fois, parce que elle offrait l'occasion de se réapproprier cette énergie en trop, soit un moyen de résister au productivisme de nos sociétés capitalistes, qui cherchent l'efficacité, la performance, l'utilité, la fonctionnalité à tout prix, soit renouer aussi avec une essence tragique de la vie, à savoir que la vie, elle est destinée à se perdre. Elle est destinée à un moment à se dilapider, à se détruire, à exploser elle-même, comme par exemple on l'entend dans le cas de l'apoptose. Vous savez, c'est suicide cellulaire programmé. Toutes les cellules que nous produisons en trop, si elles ne sont pas utiles, elles explosent d'elles-mêmes. Bien,
la danse, c'est une façon d'exposer soi-même. D'accord. Alors en fait, oui, c'est une accroche particulière, sombre et assez tragique. Oui, tragique dans le sens presque de Clément Rosset ou dans le sens de Nietzsche, et tragique ce qui a conscience du caractère insensé de la vie. C'est-à-dire que nous naissons de rien, nous irons vers rien. Entre-temps, nous essayons de donner du sens à nos existences et nous le faisons pour ne pas mourir de folie, pour ne pas mourir de la vérité, dit Nietzsche. Mais il y a dans ce geste vain de la perte d'énergie, de se gaspiller soi, de se dépenser, de se consumer, pour prendre un peu une formule un peu plus tragique justement, il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice. Il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui comprend que elle n'est rien et qu'elle peut jouir de n'être rien à un endroit ou de se perdre elle-même et non pas simplement de se préserver, de se conserver, d'assurer sa survie. Et je crois que en nous mettant à l'épreuve, la danse, dans cette mesure-là, toute la danse n'est pas contenue évidemment, mais dans cette perte d'énergie, dans cet acte-là de perte, il y a quelque chose qui renoue avec cette intuition que la vie doit elle-même à un moment se nier. Alors, est-ce que vous avez, Florian Guettet, identifié les limites de la résistance physique ? Alors, je ne sais pas s'il n'y a qu'une résistance physique, parce que bien souvent, la résistance physique, elle est très liée au mental. Par exemple, quand on est complètement épuisé, à l'agonie, dans des situations extrêmes d'épuisement, il suffit parfois d'une autre disposition mentale pour retrouver l'énergie. Par exemple, le coureur qui arrive exténué après sa course et qui, parce qu'il a gagné, est capable encore de faire un tour d'honneur du stade. La personne qui est complètement au bord de rendre son dernier souffle, mais qui, avant de mourir, a un regain d'énergie. Oui. Donc il y a quelque chose de non linéaire à cette dépense d'énergie, qui fait que quand on atteint les limites, on est en fait, on connaît un moment de sursaut, on va dire. Et moi, ce sursaut m'intéresse énormément parce que je le rapproche d'une autre pratique ou d'une autre façon de jouer avec les limites, qui s'appelle l'ordalisme. Alors expliquez-nous ce qu'est l'ordalisme. Ouais, l'ordalisme, c'est toutes les personnes ou tous les comportements à risque qui s'approchent de la mort pour se sentir plus vivants. Oui. Par exemple, les gens qui sautent à l'élastique ou qui font, vous savez, du parcours avec un casque, c'est-à-dire qui prennent des risques inconsidérés pour sauter d'un immeuble à l'autre dans le vide. Des gens qui ont des pratiques extrêmes dans la danse, pourquoi pas, dans les clubs par exemple, qui font des marathons de danse de 30 ou 40 heures, des gens qui jouent au jeu du foulard par exemple dans les cours d'école, etc. Tout ce qui se rapproche en fait de la mort mais ne cède pas à la mort provoque une augmentation du sentiment de vie. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est ne pas dépasser la limite, mais embrasser, flirter ou frotter la limite, qui est un endroit particulièrement vif d'émancipation, de jouissance, de vie, très ambigu, bien sûr, mais qui là aussi encore peut-être renouer avec ce tragique dont nous parlions tout à l'heure. Alors on peut dire que c'est une torture. C'est en tout cas, vous savez, moi j'aime beaucoup le mot de jouissance chez Lacan. La jouissance, c'est un plaisir mêlé de la pulsion de mort. Lacan a une image pour illustrer ce qu'est la jouissance, et il dit, parce que on pourrait prendre la jouissance au terme très commun d'orgasme, qu'on appelle aussi la petite mort. La petite mort, qui a effectivement, qui amène à des formes de tristesse aussi, à des formes de profonde angoisse. Et Lacan a une autre image, il dit finalement la jouissance, c'est ce qui va de la chatouille jusqu'à l'immolation. Et j'aime bien ce spectre très très large, mais effectivement la chatouille, je trouve que c'est assez juste dans la jouissance, c'est-à-dire qu'on rigole, on est dans une pleine adhésion à ça, et en même temps on a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc s'il y a torture ou s'il y a souffrance, c'est aussi à la condition
de ce plaisir-là. Et je crois que dans les expériences extrêmes de danse, par exemple, dans les expériences que je voyais sur scène ou que je pouvais expérimenter dans d'autres pratiques, il y avait cette notion de plaisir poussé à une telle limite qu'elle touche à une forme de douleur. D'accord. Alors, dans ce recueil, vous avez donc beaucoup de spectacles que vous avez vus. Est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a particulièrement marqué en tant que critique d'art? Oui, il y en a beaucoup, j'ai envie de dire, parce que j'ai découvert la danse assez tard. J'étais d'abord critique d'art plastique. Oui. Et puis il y a des porosités avec la danse qui sont assez nombreuses, mais sociologiquement c'est assez marqué quand même la danse contemporaine. Tout le monde ne va pas en voir. Je viens plutôt d'un milieu populaire et j'avais pas du tout d'habitude de ça. Je découvre d'abord une pièce de Meg Stuart qui s'appelle Blessed, qui est pour moi une pièce très importante. C'est un solo qui parle de la tempête Katrina, si je me souviens bien, à la Nouvelle-Orléans, qui avait détruit complètement la moitié de la ville. Et c'était un solo d'un habitant de la Nouvelle-Orléans. Et donc tout le décor est en carton. Et au milieu de la pièce, il commence à pleuvoir sur scène. Mais il commence à pleuvoir très très fort. Donc c'est une prouesse technique assez folle. Et le beau décor en carton qui était très très tout en volume, qui occupait bien l'espace, devient évidemment petit à petit complètement rabougri. Une sorte de ruine s'installe sur la scène et on finit dans un chaos de papier de carton qui vole dans tous les sens. Donc il y avait déjà, je crois aussi chez moi, cette envie de voir une sorte d'entropie, une sorte de perte d'énergie ou de perte d'harmonie finalement. Ça, je m'en rends compte a posteriori. Et sinon, je crois que l'œuvre peut-être majeure pour moi, c'est Jérôme Bel. Je serais bien en peine de dire laquelle m'a le plus marqué parce que Jérôme Bel, ça a été une découverte folle, mais peut-être celle qui est dans le livre The Show Must Go On, qui m'a posé le plus de problèmes et de questions. J'ai vu cette pièce qui parle de nos conditionnements en tant que consommateurs de musique pop ou de variété, et la façon dont ces tubes qui sont là pour nous divertir apparaissent comme des injonctions, comme des formes d'ordre. Donc il y a tout un jeu sur Let's Dance retentit dans la scène et le groupe d'interprètes se met à danser. Killing Me Softly, bien ils se mettent tous à mourir à petit feu et à dépérir sur scène, etc., etc. Donc il y a un jeu comme ça de comme si l'ordonnateur, le DJ devenait l'ordonnateur performatif de leurs actes sur scène. Et c'est une pièce qui m'a beaucoup questionné sur ma place de public, sur ma place d'amateur de musique, de danseur amateur, parce que j'ai jamais dansé professionnellement. Mais je crois que c'est une qui a fait le plus rupture. Et puis c'était aussi une danse menée par des amateurs et des professionnels. Beaucoup d'amateurs, mais il y avait aussi des professionnels dans le groupe. Et ça aussi, la place de la danse non virtuose sur scène était pour moi quelque chose d'absolument essentiel à découvrir. Oui, alors vous passez là de la danse contemporaine finalement à quelque chose de plus large qui est l'expression corporelle. Oui, et la réflexion aussi sur la réflexion critique sur le corps par la mise en œuvre du corps. Chez Jérôme Bel, c'est très très clair, c'est une sorte de méta-danse ou méta-chorégraphie, c'est-à-dire on danse pour réfléchir les modalités du corps, son inscription dans l'histoire, sa façon de se représenter, sa façon d'agir ensemble. Donc effectivement, la danse est aussi un catalyseur de toutes les dimensions corporelles de l'existence et particulièrement dans la société que nous vivons, donc dans les sociétés néolibérales du capitalisme tardif. C'est quoi le corps réifié, c'est quoi le corps sexualisé, c'est quoi le corps valorisé, instrumentalisé, exploité, etc. Alors, oui, j'ai une question, Florian Guettet. Comment on danse aujourd'hui ?
Vous qui observez, qui allez voir des spectacles et qui finalement fait de ce sujet, on peut dire, un de ses objets de réflexion, danse comment en 2023, enfin, bientôt 2024, pardon. J'avance les jours. Dites-nous comment vous voyez les choses. Comment on danse en France? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a deux. Je peux pas donner une réponse, mais il me semble que sur les scènes, on est les héritiers de la danse postmoderne et de la danse pratiquée par des performeurs dans l'art performance. Et donc, du coup, dans des formes justement d'anti-technicité, même s'il y a encore beaucoup de technicité, mais de dire que ce n'est pas le corps virtuose qui est valorisé forcément. Et donc, du coup, le corps devient sur les scènes le moyen d'incarner, au sens très littéral du terme, des pensées critiques, déconstructrices, notamment sur la question du genre, sur la question décoloniale, sur la question écologique aussi, de notre propre gestion. Donc ça, c'est vraiment des thèmes qu'on voit très largement sur scène. Je crois qu'il y a aussi là, depuis le Covid, quelque chose qui s'est beaucoup affirmé sur l'effondrement et ce qui vient lui répondre, le soin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des pratiques aujourd'hui chorégraphiques et dansées qui sont très liées sur comment on crée du lien entre nous, comment on se protège ou on se soigne les uns les autres. Donc il y a cette idée-là que on n'est plus forcément dans le spectacle autoritaire, on va dire, classique ou académique, mais qu'on est aujourd'hui vers des formes d'activation du corps collectif ou de l'être ensemble, de vivre ensemble à travers le corps. Alors oui, je vous écoute, non, allez-y. Non, je voulais dire, peut-être que dans les en dehors des scènes, c'est-à-dire pas la danse professionnelle, mais la danse plus, j'allais dire vernaculaire, plus comme pratique courante et commune. Oui. Je crois que depuis le disco, depuis la danse disco et avec l'avènement des boîtes de nuit, etc., on arrive dans des formes très libérées d'expression, donc des danses qui sont principalement désordonnées et indisciplinées, même si là-dedans, il faut bien reconnaître, il y a beaucoup de synchronisation. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des lieux de synchronisation qui, moi, m'échappe, parce que je suis de la génération juste au-dessus, c'est TikTok. Les danses TikTok, les danses virtuelles, les danses qui se transmettent aujourd'hui par les réseaux sociaux, qui deviennent des sortes de pratiques culturelles collective que chacun fait dans sa chambre mais que finalement tout le monde partage sur ses réseaux. Donc là il y a quelque chose qui m'intéresse mais encore une fois qui m'échappe complètement. Alors créateur de liens finalement, c'est ça qu'on peut comprendre aussi. Créateur de liens, cette expression. De toute façon, il y a une envie très très forte. Je crois que l'individualisme grandissant du néolibéralisme atteint ses limites et les a atteints avec les différents confinements qui ont tellement isolé que les jeunes générations n'ont plus envie de se sentir à l'écart les uns des autres. Alors ça permet aussi, alors parlons des enfants et des jeunes qui sont notamment harcelés ou mal dans leur peau pour plein de raisons et qui leur permettent peut-être de se réapproprier un espace, aussi si vous voulez un couloir d'expression à travers le corps tel qu'il est. Oui, je ne sais pas si c'est très nouveau, mais en tout cas, ça c'est sûr que la danse et l'espace dansé a toujours été un lieu de socialisation et d'intégration, c'est-à-dire d'intégration dans des formes de communauté, d'intégration transgénérationnelle, parce que finalement sur les pistes de danse ou les dance floors, on a beaucoup de générations qui se côtoient, qui ne se retrouveraient pas ailleurs ou dans d'autres contextes. Les choses sont moins hiérarchisées, j'ai envie de dire, sur une piste. C'est un des grands avantages de la piste de danse, c'est que c'est un espace qu'on pourrait dire hétérotopique au sens de Foucault, c'est-à-dire qui redéfinit les lois du social. Et c'est vrai qu'à plus d'un titre, alors tout n'est pas complètement chaotique et anarchiste, et qu'il y a encore évidemment des ordres là-dedans, mais malgré tout, il y a une proximité avec l'autre, avec le corps de l'autre, qui amène aussi à des formes
de sociabilisation, on va dire précipitée ou en tout cas favorisée, facilitée par le corps collectif qui se crée dans la danse. Alors, est-ce que parmi toutes ces, développements, on peut dire aussi que l'expression corporelle, c'est aussi, comme on voit notamment sur TikTok, pour certains jeunes, une compensation à des manques? En fait, moi, je crois que nous manquons tous du corps dans nos sociétés. Je crois vraiment que le XXe siècle a été à la fois a été le lieu, l'époque d'un mouvement très paradoxal. D'un côté, le corps n'a jamais été aussi connu, on va dire aussi scientifiquement connu, par notamment les neurosciences qui ont fait des bons oui. Et donc sur ces questions de plasticité notamment, de comment le corps se métamorphose dans notre vie épigénétique, c'est-à-dire après la naissance. Donc d'un côté le corps a été le plus connu et en même temps il a été le plus nié dans sa forme vécue. Je peux vous donner deux exemples qui me semblent assez symptomatiques de ça. D'un côté, on ne montre pas le corps vieillissant et le corps mort. Regardez où se situent nos EHPAD, ce sont des sortes de prisons qu'on ne montre pas. Regardez les séries, les représentations médiatiques, le corps vieillissant ne se montre pas. Ça n'a pas toujours été comme ça, n'était pas comme ça encore au XIXe siècle. Donc il y a vraiment quelque chose de très particulier à notre contemporanéité. Et puis on pourrait parler aussi du corps médicalisé. Le corps médicalisé, c'est un corps qui n'est pas c'est un corps maltraité à plein d'égards. On lui dit quand manger, quoi manger, il est très discipliné. Il y a heureusement des soignants qui sont les infirmières, des aides-soignantes, mais dans la pratique médicale du médecin, il y a aussi des formes très abruptes de s'adresser au corps et de nier son vécu. Donc je crois que on est tous un peu en manque de ça. Moi j'ai senti ça j'ai senti ça très tôt parce que c'était un objet d'étude pour moi, le corps, mais finalement je me rendais compte que j'en avais aucune expérience pratique. Mon corps à moi, je le niais à plein d'endroits, je niais sa douleur, je gérais mal son plaisir. Je le malmenais parce que je faisais pas attention à ma nourriture, etc., mon alimentation. Je crois que l'art contemporain, la danse contemporaine ou les lieux de pratique de l'expression corporelle sont des lieux de résistance à cette négation du corps. Et ce sont des lieux où véritablement on vient activer une phénoménologie du corps, c'est-à-dire une expérience vécue du corps propre. Et ça, finalement, c'est pas donné dans notre société. Ce n'est vraiment pas donné. Alors, les manifestations que nous avons vécues il y a quelques mois, enfin, notamment les Gilets jaunes, quand les personnes occupent, voyez, le territoire des espaces urbains, des rues, là, le corps, on a vu beaucoup de corps sociaux. Oui, tout à fait. Moi, j'ai suivi les Gilets jaunes, j'en ai fait partie pendant 2 ans. J'avais écrit à l'époque un texte qui me semblait que j'assume tout à fait encore aujourd'hui, parce que en fait, moi, j'ai vu aussi les Gilets jaunes comme un acte esthétique, comme un acte performatif, c'est-à-dire des gens qui sont pas les plus pauvres, qui étaient aussi plutôt la classe moyenne basse, on va dire, les Gilets jaunes. La classe moyenne sont dans laquelle, voilà, je peux inclure mes parents, par exemple, qui est une classe que je connais bien. On leur a toujours dit de se taire ou de se fondre dans la masse, c'est-à-dire toujours d'être dans une forme de discrétion qui fait qu'on ne se fait pas remarquer. Donc le corps doit être quelque part invisibilisé. Il doit faire partie d'une sorte de masse anonyme. C'est tout ce qu'on a demandé à la classe populaire et aux classes moyennes. Ce corps-là, d'un coup, devient l'objet d'une hyper-visibilisation. On prend l'objet le plus criard possible et le plus irritable qui est le gilet jaune, et on occupe à la fois les ronds-points, c'est-à-dire qu'on se met en plein milieu de la circulation, soit les rues des grandes villes. Et c'est pas facile pour quelqu'un qui vient. Moi-même, j'ai mis 6 mois avant de le mettre, ce gilet. Je faisais les manifestations, mais sans le mettre, parce que c'est pas facile d'attirer le regard. C'est pas facile de dire regardez, parce que quand on regarde un gilet jaune, bien on regarde le corps qu'il y a derrière. Et c'est pas non plus une habitude qu'il y a. Donc ça, c'est la première chose. Et sur la notion de corps collectif, donc ça, c'est plutôt le corps individuel, si vous voulez.
Et dans la notion de corps collectif, c'était très étrange, cette agglomérat comme ça de corps qui ne se rencontrent pas ailleurs. Oui. Moi, je me trouvais avec des gens qui n'avaient pas du tout, qui ne venaient pas du même milieu socio-professionnel, qui n'avaient pas les mêmes idées politiques, qui n'avaient pas du tout le même âge, les mêmes. Enfin, il y avait une sorte de corps très démocratique, de ce que doit être la démocratie, c'est-à-dire non pas un corps homogène, mais un corps au contraire dissensuel, un corps, excusez-moi, un corps qui vit de ses différences. La démocratie, c'est pas chercher l'adhésion de tous à la même idée. Ça, c'est plutôt l'État autoritaire. L'État démocratique, c'est au contraire, nous ne sommes pas d'accord, mais nous pouvons revendiquer notre désaccord et nous allons l'organiser, le vivre ensemble. Et j'ai trouvé que le corps des Gilets jaunes, dans tout ce qu'il avait d'imparfait, d'incontrôlable, d'imprévisible, d'accidentel, finalement, il était quand même à l'idée de ce que doit être, pour moi, le corps démocratique. Alors, le corps dans les rues, sur les plateaux télé également, où beaucoup de Gilets jaunes venaient s'exprimer, et peut-être derrière le corps, l'origine sociale. Oui, qu'en pensez-vous? Oui, le corps de toute façon est porteur de ça. Le corps a toujours été le premier, la première victime, j'ai envie de dire presque, de son assignation sociale. Le corps, moi j'ai vu mon père aller à l'usine. C'est un corps qui s'est exposé à 13 ans à des produits tels que l'amiante, par exemple. C'est un corps, ma mère qui a travaillé dans un hôtel en tant que femme de chambre, c'est un corps détruit à partir de 60 ans parce que on peut plus. Donc ce corps-là, il est quand même irréductible. C'est-à-dire on peut pas en faire l'économie. Et il a des formes d'irréversibilité qui fait que il est marqué par notre destin social. Il n'en est pas simplement le drapeau, l'étendard, il est aussi la condition de vie, de pratique, d'agissement, de notre puissance d'agir en société. Et bien souvent, il est la première, la première victime, je peux pas le dire autrement, de notre destin, de notre assignation sociale. Alors, destin, destiné, et pourtant, Florian Guettet, de nos jours, on nous assure qu'on peut retrouver sa jeunesse, on croit au bain de jouvence et on se dit que finalement, comme l'esprit, on peut dompter son corps, le rendre plus beau, plus jeune, et que toute personne qui veut être désirée peut être désirable. Qu'en pensez-vous ? Alors, je vais distinguer la question de la première, de la mortalité, on va dire, et de son désir, parce que la question de la mortalité, et effectivement, moi, ça me fascine assez. Il y a donc des processus de régénération qui sont aujourd'hui empruntés aux animaux. On a fait comme ça revenir en arrière, pour parler un peu trivialement, des cellules de souris. On a des araignées, par exemple, qui ont des capacités d'immortalité assez fascinantes. Néanmoins, ces recherches-là, pour l'instant, déjà, elles coûtent très cher et elles sont portées par les plus riches d'entre les riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des pensées transhumanistes, par exemple. Ceux qui les portent aujourd'hui ne sont pas les gouvernements, ne sont pas les universités, ne sont pas les hôpitaux, c'est Facebook, c'est Google, c'est la Silicon Valley. Ce sont eux qui, c'est Elon Musk évidemment, donc ce sont que des gens qui sont animés d'un désir d'immortalité. Donc, et après, ça donne toute une énergie cosmétique, toute une économie cosmétique voilà, je vais vous en parler. Qui fait croire à ça. Maintenant, les résultats sont pas là. Faut pas non plus. Pour l'instant, les résultats sont pas là. Donc, on peut jouer sur des effets placebo, mais désolé. Non. Grande révélation. Alors, et pourtant, Florian Guettet, si on est un peu plus léger là, sans que ce soit anecdotique quand même, il y a beaucoup de produits dits de beauté et maintenant qu'on dit de soins qui apportent preuve à l'appui l'amélioration de l'épiderme. On n'a pas parlé d'épiderme. C'est quoi pour vous, Florian Guettet, l'épiderme? On a parlé du corps, mais l'épiderme, vous me dites quoi là-dessus? L'épiderme, c'est absolument essentiel. C'est notre plus grand organe. On l'oublie souvent parce que il est... Non, mais on l'oublie complètement. Et tant mieux si on peut réparer et soigner l'épiderme parce que c'est notre
enveloppe, notre membrane, qui nous donne la sensation d'être quelque part dans le monde. Donc c'est une zone de contact absolument essentielle, qui est souvent abîmée de toute façon par le soleil, etc. Donc c'est quelque chose qui est très exposé, la peau, qui précisément était avant ce qu'on essayait de cacher, quand on était riche et qu'on avait la possibilité de ne pas travailler dans les champs. Exactement, eh bien on se protégeait, et donc on avait des peaux comme ça qui étaient très blanches. Aujourd'hui on les expose pour montrer qu'on part bronzer au soleil, qui est un renversement de paradigme, mais qui est pas sans effet sur nos peaux. Moi, ce qui me semble d'autant plus intéressant aujourd'hui dans la préservation de notre identité de corps ou de membrane, c'est la possibilité du toucher. C'est-à-dire que là aussi, avec le Covid, on a hystérisé notre rapport au toucher. On a développé une forme d'aptophobie, de peur du toucher, qui est donc on ne touche plus les choses, on ne se laisse plus toucher. Et en fait, par exemple, on sait très bien que les enfants, donc il y a beaucoup d'études là-dessus, mais Monique a beaucoup travaillé là-dessus, s'ils sont en carence affective, en carence de câlin, les enfants se développent très mal. Et il n'y a aucune raison de croire que ça s'arrête avec l'enfance. En fait, un être humain qui n'est pas assez touché, qui n'est pas caressé, qui ne reçoit pas une main sur son épaule, c'est un être en manque de quelque chose. Donc tant mieux si on peut le préserver, mais il faut aussi l'activer. Au-delà de son apparence, il faut aussi le rendre sensible et surtout veiller à ce que la peau ne soit jamais insensibilisée. Alors, à travers l'épiderme aussi, Florian Guettet, il y a l'expression des émotions. Quand on change de couleur de peau, quand on rougit, par exemple, parce qu'on a une très forte émotion, ça aussi, c'est comme essentiel, bien sûr, à la communication, au lien et à l'attachement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est drôle parce qu'en plus, dans cet exemple-là, on voit aussi que le corps nous trahit. Et ça, c'est une expérience assez folle. Il y a aussi une autonomie du corps. Il y a aussi une autonomie qui passe effectivement par quelque chose qui ne transite plus par le cerveau ou qui ne transite plus par le cerveau conscient, qui est de l'ordre de l'affect, de l'inconscient, du stade, du pulsionnel. On pourrait l'appeler comme on veut. Et donc, on est aussi quelque part le tableau, parce qu'en fait effectivement il y a toute une on parle de la couleur, on peut parler aussi du frisson, on peut parler du tremblement, on peut parler de l'œil qui nous trahit parce qu'il a un micro-mouvement, on peut parler des ronds de jambes qu'on fait parce qu'on tremble, parce qu'on est impatient, etc. Il y a vraiment toute une vie propre du corps qui nous dépasse complètement, sur laquelle on ne peut rien ou presque rien, et qui moi me fait dire que c'est pas qu'un instrument, quoi. C'est quand même quelque chose avec lequel on doit être constamment en dialogue. Et il y a quelque chose moi dans les nouvelles études qui me fascine assez, c'est cette découverte depuis la toute fin des années 90 de ce qu'on appelle le cerveau gastro-entérique, c'est-à-dire le cerveau, le ventre comme deuxième cerveau. Oui. On a à peu près entre 200 et 500 millions de neurones dans le cerveau qui jouent directement sur nos affects et sur nos émotions, qui peuvent déterminer des prises de décision, qui peuvent en cas de stress provoquer ou au contraire adoucir le stress, et donc du coup mobiliser le corps, le mettre en mouvement, sans que le cerveau n'ait une commande dessus. Je trouve ça assez fascinant. Parce que en philosophie, on a toujours dévalué le ventre au profit du cerveau. Toujours. Enfin, c'est toute notre tradition de pensée vient depuis Platon, qui divisait l'esprit entre le corps, le cœur et l'esprit, et en fait, ça n'a jamais été démenti jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, quoi. Pour faire un peu dans les grandes lignes, mais de se dire que finalement non, on a un cerveau qui résiste
à notre cerveau central, qui est un cerveau des viscères, un cerveau des pulsions, un cerveau du ventre, un cerveau presque un cerveau honteux, un cerveau l'origine honteuse aussi de notre pensée. Moi je trouve ça vraiment fascinant. Oui, c'est fascinant. En fait, le corps peut faire cavalier seul. Alors, je voudrais maintenant, avant de terminer cette passionnante interview avec vous, Florian Guettet, parler de votre engagement pour le soutien à l'édition. Racontez à nos auditeurs quel est cet engagement. En fait, là, j'interviens dans des jurys du Centre national des arts plastiques, le CNAP, oui. Qui a deux jurys dans l'année pour pouvoir décider de quelque part de la possibilité pour certaines éditions ou micro-éditions ou éditions indépendantes de pouvoir ou non sortir leurs livres. Et c'est vrai qu'on est dans une période où le livre et le livre papier en particulier est de moins en moins prisé, de plus en plus concurrencé par des formes de lecture numérique qui ne sont plus l'objet livre, quoi, qui sont plutôt de l'ordre de l'article, de l'ordre de la bribe de texte, oui. Mais qui n'ont plus. Voilà, on est en train de perdre cette culture-là. Et puis dans cette perte-là, qui a évidemment des conséquences énormes sur nos modes d'apprentissage, il y a aussi un autre métier qui se perd ou qui change, c'est le graphisme. Et voilà, l'objet livre, moi je suis quelqu'un très attaché à l'objet livre. Je suis très attaché, mon premier livre, Tout à danser s'épuise, effectivement, était dans une maison d'édition, une jeune et géniale maison d'édition, mais plutôt on va la citer, Sombre Torrent, c'est ça? Sombre Torrent, tout à fait. qui était basé à l'époque à Rennes, qui était en Bretagne. Oui. Et maintenant, je me demande si c'est pas à Aurillac, parce que précisément, comme c'est la micro-édition, ça suit la migration, j'ai envie de dire, de l'éditeur ou de l'éditrice. Donc là, il y a une opération de sauvetage qui est en fait très importante. C'est toute une culture. Moi, quand j'avais vu les livres numériques apparaître, parce que maintenant j'ai 40 ans, donc j'ai vu les livres numériques apparaître. Quand ils sont apparus, il y avait tout un tas d'études qui essayaient de montrer est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que finalement c'est pas cher, finalement on peut avoir juste une tablette et dedans avoir 1000 livres si on a envie, et donc on gagnait de l'espace, on gagnait en mobilité, on gagnait en démocratisation, mais finalement on perdait aussi beaucoup de choses. Par exemple, quand on passe d'une page à l'autre sur une tablette numérique, eh bien il y a une sorte de micro-flash de quelques millisecondes, mais qui suffit à faire perdre le fil. C'est-à-dire que on se rend compte aussi que dans le livre papier, on a une vision spatiale de la lecture. On sait à peu près où ça se situe dans le livre quand on a une idée qui nous plaît. Et ça, on le perd, en fait, parce qu'on n'a plus de vision de l'épaisseur d'un livre. Bon, ça, moi, je trouve ça assez fou, parce qu'en fait, on parle du corps depuis tout à l'heure, et on a raison, mais il y a un corps à corps avec l'objet, et le livre en lui-même est un corps. Oui, puis un rapport à la matière. Oui, tout à fait. Alors, avant de terminer notre interview, vous êtes critique d'art, Florian Guettet. Est-ce que vous pouvez, en carte blanche pour notre émission, nous donner le nom d'un spectacle qui vous a particulièrement marqué dernièrement, ou d'un événement que vous voudriez partager avec nos auditeurs de Radio Rivage? Écoutez, là, il y a vraiment une pièce, moi, que j'ai vue 3 fois, pour tout vous dire, et ça m'arrive pas si souvent. Oui, c'est une pièce qui a été créée au TNB, au Théâtre National de Bretagne, d'ailleurs, en 2019, je vais pas donner de date. Je suis pas sûr de la date, mais il y a quelques années, il est assez récent, qui a été rejoué au théâtre, au Festival d'Avignon, pardon, et que j'ai revu encore à Marseille où j'habite maintenant. C'est Dispac Dispar de Patricia Alliot, qui fait partie d'un spectacle, d'un genre de théâtre qui est du théâtre social, on pourrait dire, ou documentaire, qui a toute une partie avec du jeu d'acteurs, d'actrices, avec de la danse, puisqu'il y a Bernardo Monté qui joue, et qui a de la musique de Léonie Pernet, qui a du graphisme de Alix Tanias, et il y a aussi des témoins, et ce sont des témoins de la vie civile, donc ça peut être Stéphane Ravaclé, ça peut être le fondateur d'Utopia 56,
ça peut être Bemtwax à Marseille. Ce sont des gens qui sont tous déjà engagés pour l'accueil, qui sont engagés dans des combats auprès des personnes migrantes. Et tout le jeu de cette pièce, c'est d'ouvrir un espace de parole, d'agora, qui mettent en question la réalité des textes et la réalité de leur application. Et on se rend compte que toutes les démocraties libérales ont signé des traités qu'elles ne respectent absolument pas. Et on se heurte, on se cogne au réel, comme dirait Lacan, avec ces témoignages qui sont aussi des récits de vie, et qui sont des récits de vie incarnés. Ça pleure, ça danse, ça s'énerve, ça se lève. On est invité à s'asseoir auprès d'eux. Ça a été vraiment une... Oui, alors c'est c'est sans doute une façon de résister au sentiment d'impuissance. Oui, tout à fait. Il faut retrouver la puissance d'agir. Et je crois que l'art, c'est le moyen pour ça. C'est le moyen pour ça. C'est une très très belle conclusion pour l'interview, en même temps une ouverture pour aller courir les spectacles. Merci beaucoup, Florian Guettet, de nous avoir accordé tout ce temps. Ça a été vraiment un réel plaisir. Merci vraiment pour tout ce temps et puis cette passion et puis tout ce que vous avez fait découvrir. Je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chaque émission. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour l'émission L'Art pour Destination. Merci Florian Guettet. Je rappelle le titre de votre ouvrage Tout s'épuise à danser aux éditions Sombre Torrent. Chaque beau conte, c'est une merveille, publié en 2021 et qui est un recueil de critiques d'art, de spectacle, de danse. Il en a été beaucoup question. Merci beaucoup Florian Guettet. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci à vous. Au revoir. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.